Au sud-sud-ouest de la France vivait une bande. Une bande de potes qui étaient les meilleurs surfeurs d'Europe. Cette histoire, c'est la face cachée du surf français. C'est l'histoire de la bande de la grande plage de Biarritz. S'il y avait un groupe de surfeurs, c'était eux. Il ne pouvait pas y avoir justement de rivalité avec d'autres groupes puisque c'était le seul groupe. Dans les années 80, c'était imbattable, quoi, intouchable. Si le surf français en est là, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une bande de barges à la grande plage. À l'époque, Biarritz, c'était beaucoup moins touristique. Déjà parce que l'État faisait péter 2-3 bombes tous les 4 matins. C'est les années Mitterrand. La mode, c'était à la frime, au fric. Mais nous, on s'en branlait, on n'en avait rien à foutre de tout ça. Nous, ce qu'on aimait, c'était surfer. Mais surtout, ce qu'on préférait, c'était foutre le bordel partout où on passait. Mes potes, c'était Michel. On était conscient qu'on vivait une vie comme personne d'autre vivait en France. La Mouche. La grande plage, c'était un groupe de 60 mecs qui étaient sur le mur là-bas. Eric. On se sentait complètement différent. On exagérait peut-être un peu plus le trait pour encore plus provoquer peut-être. Quiquette. Le surf, ouais, ça a été très punk ici. Et le boss, c'était Samy. C'est sûr que nous, on faisait la fête, c'est tout. C'était pas nos futurs, c'était plein de futurs. They're just so hilarious. They're like the rowdy baseball team that just, ah! It was just too hilarious. I think the Grand Plage was a very special place. Hein? It was a very core area. On n'avait pas de tabou, on s'en foutait un peu des autres. On a tout fait ensemble. Des choses bien, des choses moins bien. On vivait surf, on buvait surf, on chiait surf. On n'avait que ça dans la tête. Et ça, c'est moi. Et mon surnom, c'est le Nabo. Ensemble, on a été loin, loin, très loin. T'en as qui ont brillé, c'est sûr. Mais t'en as d'autres qui sont jamais revenus. Quiquette, on l'a vu apparaître d'un coup, comme ça, à 10 ans. Il arrivait au mur, on le voyait, il se mettait un peu loin, comme ça, il regardait. On voyait que le gamin, il était intéressé par le surf, il avait envie d'être là, quoi. Tout le monde l'aimait bien, c'était la petite vedette, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas des si petits que lui qui surfaient, il n'y en avait pas, quoi. Puis, mordu comme il était, comme il s'imprégnait du mur, de l'ambiance, c'était obligé que ça... c'est vite devenu l'un des meilleurs compétiteurs d'entre nous, quoi.
Et c'était presque un honneur, à la limite, de se faire braquer une vague par un mec de la Grande. Et l'ambiance à la Grande, elle était super à l'époque. Voilà, c'était les compètes, il y avait toujours cette clique de la Grande Plage, là, bon. On n'était pas parti au départ pour faire de la compète, mais on se rend compte que bon, qu'on peut faire des résultats tout en s'amusant. Ça nous éclatait, quoi. Moi, j'ai commencé le surf, je savais même pas que ça existait, une compétition. Je savais même pas qu'il y avait des championnats de France. On était un peu les pionniers de cette nouvelle tendance, cheveux longs, branleurs. On était compétiteurs, mais on était quand même avant tout, on était des bons branleurs quand même. C'était plus facile aux gars de dire aller chercher du rosé, qu'on fasse un apéro, plutôt que d'aller faire un assouplissement sur le sable. Parce que le gars qui faisait un assouplissement sur le sable, à la limite, il prenait un gros coup de pied au cul. Si tu veux, les compétitions, pour nous, c'était... on arrivait, c'était la fête. Et on se démontait la gueule et on allait faire les compètes et on les gagnait, quoi. Il y avait toujours un de la bande qui gagnait. Les compétitions, nous, les mecs, ils allaient se coucher à 8 h, nous, on se couchait à 3 h du matin, quand on se couchait. Et le matin, à 7 h, on était à l'eau et on les gagnait. Plus on était torchés, plus ça nous faisait rire, en plus. Ah ouais, on gagnait. Il y avait les mecs qui étaient un peu écœurés, il y en avait pas mal qui n'étaient pas destroy comme nous, quoi, qui étaient quand même déjà sérieux et qui essayaient de gagner, mais qui n'y arrivaient pas. Ou peu. Ou pas. À ce moment-là, on rafle tous les titres et c'est la Grande Plage qui est championne de France. On avait plaisir à être les meilleurs, quoi. Tout le monde a enfilé sa combinaison, y compris la seule dame de l'équipe, Cathy Monge. C'est tellement intense, les moments qu'on vit, que ça efface tout l'effort qu'il y a pour passer derrière les vagues. À cette époque, c'était vraiment la Grande qui tirait le surf par le haut. Alors nous, on avait un peu révolutionné la chose, parce qu'on faisait des 360 dans tous les sens. Quand il y avait une compétition et qu'ils nous voyaient faire que des 360 dans les vagues, ils ne savaient plus comment noter les mecs. Ils connaissaient rien au surf, les juges. Tu te demandais par qui tu étais jugé à l'époque, quoi. Il y a eu des générations de juges sur les podiums qui n'étaient quasiment jamais montés sur une planche. C'était pas conventionnel comme surf. Et là, les gars, ils étaient perdus au niveau jugement. Et ça nous énervait. Ils avaient aucun poids, quoi. Ils pouvaient pas parler de surf avec nous. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils parlent, quoi. Ils savaient pas mettre un pied sur la planche, les trois quarts, quoi. Et une fédé, qu'est-ce qu'il lui faut? C'est des champions, c'est pas des gens sympas, quoi. Et donc, malheureusement pour eux, les meilleurs, ils étaient à la Grande Plage. Samy, ça a été le premier à ramener le titre de champion de France en 80. Et là, on s'est dit, mais pourquoi pas nous? Et on est parti au championnat de France à Lacanau. On a commencé à faire la compétition. Ça a bien marché. Moi, je me qualifie avec Michel pour aller directement en finale et la Mouche et Eric sont au repêchage. On est pratiquement sûr qu'on va se retrouver les 4 mecs de la Grande Plage au final des championnats de France à Lacanau. Et je crois par manque de vagues, ils ont arrêté la compète. Donc on va voir les organisateurs, la Fédé, là. On leur dit, bon, bah alors c'est quand? Non, mais je pense qu'on va pas le faire tout de suite. En raison de l'insuffisance des vagues aujourd'hui, les juges ont décidé de reporter cette compétition à demain matin, 8 h. Bon, mais écoutez, pas de problème, on va rentrer sur Biarritz. Oui, ne inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on fait? On n'aime pas trop l'ambiance à Lacanau. On descend, on redescend jusqu'à Biarritz. Pour faire la fête, on va à la Canasta, on prend une énorme caramel toute la nuit. Et ça, on remonte le lendemain matin, on se fait les 200 bornes. Et là, on arrive à la station-service à Lacanau, on n'avait plus d'essence. On voulait juste prendre l'essence, je sais pas ce qui s'est passé. Le mec, il nous largue le chien, quand le chien commence à mordre Michel. Il me niaque dans les jambes. Malentendu, bim bam boum, 2-3 claques qui tombent. Là, je me débarrasse du chien et le pompiste, il m'a mis une droite, il m'a remonté la gueule. On prend des claques par les mecs, on se chape vite, perte et fracas. On arrive à la compétition. Alors, les repêchages et tout. Ah, mais ils avaient fait les repêchages la veille, tranquille.
Ça, c'était sûr qu'on ne serait pas 4 de la grande plage en finale. Et ils avaient envoyé la finale, elle était dans l'eau depuis 10 minutes. Nous, on est rentrés, on a eu 10 minutes de série avec Michel. J'ai fini 3e, mais c'était une grosse arnaque. On leur en a voulu sec, mais ils ont payé derrière. C'est parti en cacahuète dans tous les sens. On a tout pété, mon gars. De chaises dans les vitrines et tout. On est venu nous avertir que le patron d'un restaurant, je ne me rappelle plus le nom, recherchait donc les biarros avec un fusil de chasse et qu'il fallait absolument les faire dégager parce que le gars était fou et était capable de tirer dans le tas. To French people, surfing is still quite new. To get a good surfboard, they buy one from a visiting South African, Australian, or American. Je voyais ces mecs qui surfaient hyper bien, quoi, qui arrivaient avec leurs planches là, d'Australie, de Calif. Le seul truc qui nous gênait, c'est qu'ils étaient trop nombreux à l'eau, qu'ils nous cagnassaient nos gonzesses. It was easy for us to take the waves because the better surfer you are, the more waves you catch. It's normal. Là est partie la haine des Australiens qui vivent à Biarritz et ça a été chaud plusieurs fois avec eux, quoi. Enfin, c'est Samy qui nous a formés et qui a instauré la mentalité rebelle de la grande plage. Samy, c'était un peu le chef d'orchestre, c'était celui à l'époque qui surfait le mieux. Il savait faire des tubes, il avait été à Hawaï, il savait comment ça se passait, quoi, la musique. Nous, on était un peu novices, on n'avait pas voyagé, on était jeunes. En 76, je suis parti 6 mois en Australie. J'étais tout seul et je peux te dire qu'à Burley et compagnie, les mecs, ils te laissaient pas de vagues. Mais quand il rentre après en France et qu'il se rend compte que les Australiens piquaient les vagues aux Français, rien respectaient tout ça. Je crois qu'il a eu envie de leur montrer de quel bois il se chauffait, ouais. De toute façon, quand tu vas à Hawaï, tu te tiens à carreau. T'abuses pas à taxer toutes les vagues. If you're not aggressive, you don't catch waves. It's simple. Nous, ici, on était tous gentils et tout. On se faisait bouffer, en définitive, par les Australiens parce que, comme, tu vois, ils avaient le surf depuis plus longtemps que nous. The locals, like here, wanted to protect their waves. The tourists would come. It would be a fight in the water. It would be a fight on the beach. You're somebody coming in and you're visiting. You have to be respectful to the people that's their spot, that they're there. And, you know, and waves are precious. It's like good surf and good days. Those are precious times. You can't just come out and think you can just take everything. Just being honest, it was known for its aggressiveness, you know? Like if they wanted waves or they wanted something out in the lineup, there would be problems if they didn't get it, you know? What started to happen as well is they were starting to travel, you know, go to Hawaii, go to Australia, and kind of put French surfing on the map, if you will. On ne parlait que de ça, de voyage, de tripes, de vagues, de planches. On avait une caméra à 16 mm qui traînait et comme on a fait tous les spots de la planète, ben, on a tout filmé. TNT, SOS, HOB, TOP, top, it's top. Just put your head back. Mais la fête, elle s'arrêtait jamais, même pendant les compètes. Moi, j'avais une gueule énorme, on m'appelait Namominable, et la Fédé, elle a commencé à en avoir marre. Bon, ils le reconnaîtront, que ce soit Nazerola, qui est un ami, la mouche, que ce soit Samy. C'est vrai qu'ils étaient difficilement gérables. Ben, en revenant des championnats d'Europe, on avait acheté de l'alcool au duty free.
on a chuqué ça dans le bus, torché complet, j'ai voulu pisser. J'ai commencé à viser une bouteille. Bon, torcher la bouteille, je l'ai pas trop remplie. Donc ça a glissé jusqu'au chauffeur qui s'est mis à hurler. Donc j'ai eu droit au président de la Fédé qui est venu me voir, bien sûr. Je l'ai insulté et 3 mois après, à la maison, je recevais 5 ans d'exclusion de l'équipe de France. Nabo, je l'ai vu pisser sur la table des juges. Enfin, je l'ai vu faire des trucs pas mal quand même, ouais. Oui, c'était l'insouciance. On ne pensait pas à l'avenir, on ne pensait pas à notre carrière. Tous mes potes ont été sélectionnés en équipe de France pour aller au championnat du monde en Australie. Tous, sauf moi. Je te dis pas la paire de boules que j'avais. Donc, je me suis bouffé des acides pendant 1 mois. Je me suis fait mon petit voyage, mon petit trip. Mais ce trip en Australie, il restera dans les annales parce que ça a été du grand n'importe quoi quelque part parce qu'on a fait très peu de surf et beaucoup de fêtes, quoi. Alors, on a foutu un peu le bordel. Étant du Pays Basque, la fête, c'est quand même notre métier, presque. You know, when they went to Australia, they were really interested in doing well in the contest, but they were interested in a lot of other things too. Like they wanted to go surf some really different waves, and then they wanted to maybe go and, you know, maybe some music shows or whatever, you know. It's kind of more, it was like, it's part of the whole thing. Non, mais il y avait tellement de monde à ces championnats que, bon, allez, on allait faire un surf et puis... They were less focused on just the contest and only the contest. Ils nous annoncent qu'ils vont nous loger dans un camp militaire. Ça, on va dire que ça ne nous a pas tout de suite plu. Le président de la fédération internationale, il a vite vu que le French team, ils avaient beaucoup de gueule. Mais comme ils ne voulaient pas habiter dans le camp militaire, ils ont trouvé une baraque. Il faisait froid, c'était le mois de juillet. Et le mois de juillet en Australie, c'est l'hiver. Premier soir, une fois installés, ils ont fait un petit apéro pour se réchauffer. On a allumé un feu dans la cheminée avec l'armoire qui était dans la salle à manger. Mais comme il faisait toujours froid, ils ont commencé à mettre les meubles petit à petit. Ils ont mis d'abord la table, après les armoires, et ils ont flambé tout le mobilier. On a commencé à brûler tout ce qu'il y avait de brûlable jusqu'à la clôture. On a brûlé toute la clôture du terrain aussi. Les proprios se sont plaints à la Fédé. La Fédé est passée en commission internationale. Il nous fallait également une tenue au niveau donc, des surfeurs quand on partait à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, en Australie ou en Europe, pour participer à des compétitions. Il ne fallait pas que ce soit ni la foire d'empoigne. Mais la sentence est tombée, Samy exclut l'équipe de France. Mais moi, mon truc, c'était de surfer stone. Anybody in this time was surfing here. We were going to Morocco in winter because it was warm and the hash was there and it cost nothing. Like a pair of jeans would buy a piece of hash the size of a surf magazine. And that's no exaggeration. Je devais pas mal de thunes aux Australiens. Le peu d'argent que j'avais, je le passais dans la dope. Et Samy, ça lui plaisait pas. Si tu veux, moi, j'avais pas envie que ces gars pourrissent des jeunes de 12 ans. Et puis à cette époque-là, on s'aimait pas trop avec Samy, mais même pas trop. Qu'on était vraiment le yin et le yang. Nabo, c'est une teigne, lui. C'est une petite teigne. C'est le petit qui a la grande gueule. Ouais, dans des fêtes, ça a chauffé quelquefois. Il m'a eu traité de drogué, j'ai répondu ta gueule alcoolique, quoi. Il m'a mis une patate dans la gueule, et voilà, ça a fini en pugilat un peu la soirée. A lot of young girls, a lot of young surfers got addicted to drugs. There was more drugs than I'd ever seen in my whole life in Biarritz. In Australia, we just knew of grass. Here was everything. Ils taxaient les gonzesses en leur donnant de la poudre, tu vois.
Donc nous, on les bannissait, si tu veux, ces gars-là. Sammy was a very fit, very strong surfer, and we were too, and it was just a matter of we were tourists and they were locals, and they did not want us here stealing girls, surf. We were stealing their life. Sammy avait vraiment les boules contre les Australiens et un jour, il revenait de surfer, arrive au feu du palais, qui c'est qui se voit à côté? Les Australiens. He wound down the window and he went, you know, made a big, and he spat in my wife's face. So, and then Sammy went through the red light very quick and he went to the Grand Plage. I cannot let this man do this without any action. C'était arrivé en décapotable, mais en commando, quoi. It was time to smash him. Donc bien sûr, on n'allait pas se laisser faire, donc c'est parti. And I started hitting him several times. Et là, je vois qu'il y a une bagarre, là, j'arrive en courant, là, je tombe sur Sammy. Il tenait un Australo par le cou, comme ça, et il me dit « Vas-y, fous-lui des coups de latte dans la gueule !» J'étais là, mais merde, j'étais tout frais, moi. Il y avait les juniors du BO qui étaient à côté, ils voient ça eux aussi, donc eux, ils viennent nous aider. Il y avait les junkies qui étaient là, ils aimaient bien se friter aussi, ceux-là. C'était l'été et il y avait, je sais pas combien de personnes qui traînaient. Donc ça a commencé à partir en bagarre générale sur le promenoir. Hitting the cars and smashing the surfboards on the ground. Je suis allé envoyer quelques marrons dans le tas. Pim, pam, poum, grosse partie de frites. It was pretty intense. Bon, de toute façon, ça venait de partout. Là, il y a les flics qui sont arrivés, les maîtres nageurs, les CRS, tout ça. We said, shit, we've got to go. Les Australiens, ils sont partis avec perte et fracas, ils sont repartis dans leur voiture, comme dans les films, en claquant les portes et... First, second, up the road, very quick. Là, ils ont pété la bagnole, ils sont repartis et... Ah non, on les a plus revus, non. Moi, les Australiens, je les ai cherchés, mais j'aurais jamais dû les retrouver. Au milieu des années 80, il y a l'Arena Surfmaster qui débarque en France. C'était rempli, quoi, parce qu'en plus, c'était première compétition professionnelle, donc la grande plage était remplie, quoi. Il y avait du monde partout. On se retrouve d'un coup avec tout le monde du surf autour de la grande plage. Ça a vraiment tout changé, quoi, dans le surf. Ça a été le début du surf business, quoi. C'est devenu de plus en plus à la mode chez les jeunes. Ça a été lissé, bien lissé par Quicksilver. Ça commençait à devenir sérieux, c'était vachement moins marrant. Voilà, tout le monde commençait à... Le surf commençait à se prendre au sérieux, quoi. It just changed. It's like surfing became fashion. It became, I mean, it just exploded, you know? I'd never seen anything go so fast. In 2 or 3 years, it just went like from really difficult to like everybody surfed. On est 200 entreprises, 700 salariés pour l'Aquitaine, qui est devenu un carrefour économique, le carrefour économique le plus important d'Europe en matière de services et d'industrie du surf. L'idée principale, en fait, au départ, avant tout, c'est pas développer le surf pour développer le surf. C'était développer le surf suffisamment pour être reconnu par le ministère, de façon à ce que les surfeurs puissent vivre du surf. Quoi, les surfeurs, nous, on était trop surfeurs pour penser à faire de l'argent. De toute façon, on n'avait même pas vu que ça deviendrait comme ça. Moi, j'aurais jamais cru que ça deviendrait comme ça, quoi. Un truc honni par la société, où tu te fais traiter de drogué, de hippie, puisque c'est devenu, c'est à la mode. Tous les peigneux cul avec le cul serré, ils en font, tu vois. Le moindre bourgeois, il fait du surf. Tout le monde fait du surf maintenant. Voilà, moi, j'aurais jamais cru que ça deviendrait comme ça, quoi. On entendait dire, ouais, la drogue, c'est de la merde, la drogue, c'est de la merde. Il n'y avait pas de distinction entre les drogues, quoi. Quand t'es jeune, t'avais goûté le pétard, tu trouvais ça automatiquement bon. Et tu te dis, ils se peignent de ma gueule, les types. Quand ils me disent c'est pourri, moi je le trouve hyper bon, il y a un problème, quoi. Donc, je me suis mis à goûter tout ce qui passait, quoi.
J'étais avec Nabo, qui roulait un joint. Là-dessus, le président de la Fédé arrive et qui nous attrape. Enfin, il nous attrape, on ne se cachait pas de toute façon, et qui dit « T'as pas autre chose à foutre de tes 10 doigts que de rouler des joints ?» Et lui, il attrape très naturellement « Non, mais si vous voulez, je peux vous les faire d'une main. » Et il lui a roulé le joint d'une main et il l'a allumé devant lui. Ils ont une responsabilité importante là-dedans, parce que c'est eux, par leur attitude, qui se sont fait rejeter. Quand même, il ne faut pas oublier ça. Et c'est pas sorti comme ça d'une boîte, on n'a pas dit mec de Biarritz, on n'en veut pas. Pas du tout ça. C'est vrai que ça n'a pas été une décision relativement facile à prendre que de les rejeter finalement de l'équipe de France, au moins pendant un certain temps. Et finalement, ils ne sont jamais revenus après. Disons que j'ai glissé vers le monde des junks, quoi, aller dans des endroits pas possibles. Tu vois, moi j'avais les doubles fréquentations, tous les côtés junk que je fréquentais, tous les mecs qui se défonçaient, et puis après tous mes potes dans le surf. Moi j'étais toujours plus, monsieur plus, il fallait toujours plus, moi. Et voilà, quoi. Ben moi, ça faisait des années que j'achetais du shit aux Australiens. Un jour, ils sont partis à Thaïlande, et au lieu de ramener du shit, ils ont ramené de la blanche à 99% pure. Et moi, je me suis mis dedans, j'ai commencé à en prendre. Je fumais mes petits bongs tous les matins avant de partir surfer. Ah putain, c'était top, je pouvais surfer 5 heures, je sentais pas la fatigue et tout. Et donc voilà, pendant 1-2 mois, tout roule ma poule, quoi, tout était bien, je surfais bien et tout. Et puis un matin, mon pote il se lève pas, et c'est lui qui avait le matos, donc moi je pars surfer comme ça, sans faire mes bongs et tout. Je surfe, et puis je sors de l'eau, je commençais à avoir des frissons, à pas être bien. Je me dis putain, j'ai chopé une merde ou quoi, qu'est-ce que j'ai chopé et tout. Je commençais à être fatigué, trembler, suer, vraiment pas bien, quoi. Et je rentre à la maison et moi je savais toujours pas, quoi. Je vois mon pote, il était en train de fumer. Je lui dis tu me fais un bong, je sais pas ce que j'ai chopé la grippe. Et je fume mon bong avec mon Snowy et puis poup, plus de grippe. Terminé comme un canon et tout. Je dis mais c'est quoi ce bordel et tout. Et il y a un autre mec qui est passé juste après et qui lui connaissait ça depuis plus longtemps que nous. C'est là qu'il est arrivé. T'es accro, mon gars, t'es accro. Il avait un niveau technique supérieur par rapport aux autres. Donc ça en faisait un surfeur vraiment très radical, justement, le fait, parce que ça changeait tout, ça changeait la vision du surf. Et il le vivait pleinement, son surf. Et ben, il arrivait en série, il se mettait à l'eau, la série était commencée depuis 10 minutes. Boum, boum, il collait 2-3 tubes et il gagnait la série. Ça faisait enrager pas mal de gens. Et quand il est parti vers des chemins un peu obscurs, ça m'a vraiment touché. C'était un gars plein de vie et quand il est parti et qu'il a dérivé comme ça faisait mal au cœur parce que c'était un voyage sans retour. C'est sûr que ça m'a fait beaucoup de mal, parce que on était en classe ensemble, on surfait tout le temps ensemble. Ça m'a fait beaucoup de mal. On le voyait se détruire. Et puis il y avait des mecs qui étaient passés avant lui et on a perdu 2-3 copains qui sont morts d'overdose. Après, bien sûr, on a fait des fêtes, des soirées, on a goûté un peu à tout. C'est vrai que tu peux te prendre au jeu facilement. Moi, j'ai senti que ça te tapait profondément, quoi, le truc. Ben, Michel, il a eu la clairvoyance de partir. Il s'est cassé parce qu'il sentait que voilà, ça tournait au vinaigre avec l'héros. Et voilà, on s'est mis dans le moule en Californie. On a acheté une bagnole à 2. On a loué un appart jusqu'à qu'on me propose un boulot à Maui. L'archipel d'Hawaï. Le 50e, le plus exotique peut-être des États américains. À l'écart des folies un peu kitsch d'Honolulu, années 50, surf, ukulélé et déferlante de touristes. Maui, c'est l'île d'à côté. Donc la Vie en Rose, c'était un petit resto qu'on a monté à Paia, un tout petit bled sur le North Shore de Maui. On a tout fabriqué nous-mêmes, on était le QG de la glisse. On avait tous les surfeurs locaux qui venaient chez nous.
Et franchement, c'était une super expérience. Our first local sponsored surfer was Eric Gracier. J'ai compris quand même l'engouement que le surf prenait et ce que ça pouvait générer comme business. Ça m'a conforté dans l'idée de rester dans le milieu du surf parce que je me disais que, OK, il va y avoir peut-être une issue. Et j'ai créé une famille. Et là, si tu veux, ta vie, elle change. Who then later became like one of our reps, selling reps in the area. To brag or boast, but I know I did the most. J'ai voyagé, j'ai fait mon travail en conséquence, j'ai commencé à faire des planches de surf, travailler dans le surf. En fait, je me suis organisé toujours tout autour du surf. C'est une passion qui me permet de vivre, donc c'est toute ma vie. Ouais. Quand le surf business est arrivé au Pays Basque, j'ai jamais pensé rentrer là-dedans. Oh, puis bon, j'avais l'entreprise familiale. Pour nous, après, tout était différent. Samy est parti à Bali, Michel est parti à Hawaï, Eric est parti travailler sans sponsor. Alors en 92, Borotra est élu maire de Biarritz. Monsieur décide de tout changer sur la grande plage. Travaux qui au total auront duré 2 ans. On a commencé par travailler sur la grande plage où on a supprimé le parking qui existait pour le remplacer par un jardin. C'est un projet de rendre à la nature et de rendre aux piétons un espace qui n'a pas été très réussi sur le plan d'aménagement paysager. Mais ça a cassé la bande, quoi. Ça a fini l'histoire de la grande plage, quoi. Il restait plus que Quiquette qui faisait les compètes, qui suivait le tour. J'avais carrément pris ma licence pro. Et comme ça, j'allais en Angleterre, au Portugal, aux Canaries. C'était l'apogée de sa carrière. Il était très fort en compétition. Il était super stylé et il était très, très doué. Il y a eu une épreuve aux Canaries où voilà, je suis resté là-bas. J'ai décidé de rester aux Canaries parce que je suis tombé amoureux d'une fille là-bas. Et donc voilà, avec qui j'ai eu 2 enfants là-bas. Tout se passait bien, je surfais, vague parfaite, je pêchais. Jusqu'au jour où lui aussi il a goûté à l'héros. Je me suis mis comme un con avec le frère de ma copine de là-bas dans l'héroïne. Voilà, on a commencé à faire des conneries, bon. Voilà, pour se procurer la dope, pour... Quand tu prends ça, t'es rempli, t'as plus besoin de rien, quoi. T'as pas besoin d'avoir de belles voitures, t'as même pas besoin d'avoir quelqu'un à aimer. Tu vois, tu peux être tout seul dans ta tête et t'es bien. Donc c'est un piège immense, quoi. Voilà, là, c'est là où vraiment tout a tourné dans ma vie. À partir du moment où t'es accro, le matin, tu te lèves, quand t'as pas de thunes, tu te dis comment je vais faire pour trouver des thunes. Alors, tu t'imagines 10 000 stratagèmes dans ta tête pour récupérer des thunes quelque part, tu vois. Je fais des attaques à main armée, vous êtes amené à tout faire, vous vendriez père et mère quoi, pour avoir votre dose. D'ailleurs, si j'avais mis toute cette énergie que j'ai mis pour trouver du pognon pour la dope, acheter de la dope, si je l'avais mis ailleurs, parce que t'en dépenses de l'énergie là-dedans, hein, et dans ta tête à faire des plans, à extrapoler pour faire comme ça, pour avoir des thunes. Enfin voilà, il y avait des coups qui tournaient bien, des coups qui tournaient mal, quoi, c'est tout, quoi. Voilà, j'en ai vu des très mal tournés qui m'ont choqué, qui m'ont marqué. Mes conneries m'ont rattrapé, et puis voilà, hein, j'ai fini en tôle. Ce qui fait le plus mal, quoi, surtout, c'est de voir la mer à travers les barreaux, quoi. Moi, je suis un surfeur, je suis pas un trafiquant, hein, je suis pas... Après, j'ai jamais tué personne, J'en suis arrivé là par extrême nécessité, quoi. Hein. En fait, moi, ce que je cherchais, c'était à prolonger le plaisir et les sensations que me procurait le surf, les retrouver en dehors. Donc c'est pour ça que je suis tombé dans la dope.
parce que chaque fois que je faisais un shoot d'héros, ça me paraissait similaire. Je peux pas dire pareil, mais ça ressemblait à la montée d'adrénaline dans un tube. Ça remplissait mon être de la même manière. Mais regarde Michel, lui, il a trouvé cette adrénaline à Hawaï en surfant des vagues toujours plus grosses. Mais Jaws, c'est la vague mythique d'Hawaï, c'est la plus grosse vague d'Hawaï. Is one of the most dangerous waves in the world. L'ère d'Hamilton dévale des monstres d'eau. Gratte-ciel des mers, des vagues de 10 à 15 mètres de haut. The best way to understand towing is if you looked at the space shuttle. It doesn't take off on its own. It rides on the back of an airplane, but once it's flying, it can fly. So we use a technique where we use a motorized vehicle to tow us onto a wave, and then we let go, and then we can ride of our own accord. Jaws was a fantasy wave for towing initially. I mean, when we came into that place, it was a wave that was unridden. Et moi, je les voyais faire. Je me disais, putain, ces mecs, c'est incroyable ce qu'ils font, quoi. Ça, c'est... Ils pètent tout, quoi. Notre sport, on peut en faire ça, quoi. Mais c'est fou. Et du coup, on s'est dit, mais attends, il nous faut un jet, il faut y aller, quoi. Et puis un jour, on tombe sur l'Erd et mais putain, top, tes vagues et tout. On va s'acheter un jet ski avec Vincent. Yeah, Frenchies, tu as acheté un jet ski, ha ha ha. Mais le problème, c'est qu'on a été à Jaws. Moi, j'avais jamais fait de towing avant, quoi. I ever so politely told Michel that he should train a little bit more before he came to Jaws. Fait à mon resto matin, midi et soir. Et là, par contre, dans l'eau, c'est plus la même histoire, quoi. T'es quelqu'un d'autre, hein. Plus de copains, là. L'Erd aurait voulu que Michel passe par des étapes que lui avait passées, c'est-à-dire d'aller surfer Waimea à la rame, d'aller faire tout ça. Et quelque part, c'est ce qui a créé un petit peu un conflit entre les deux, quoi. Et on est parti avec une corde pourrie, avec des planches pas adaptées, enfin, mais vraiment pas prêts, quoi. Rien que le fait de fabriquer la planche, j'étais en nage, quoi. Je me disais, je suis en train de fabriquer l'engin de ma mort, là. Et nous voilà partis, Vincent au volant, moi sur la planche. Et donc, je commence à tracter Michel dans cet environnement qui était absolument pas approprié, que je connaissais pas, tu vois, qui était hostile même pour moi, quoi. Et là, hop, une vague. Nickel, ça allait. 2 vagues, 3 vagues. Putain, c'est bon le truc. J'ai pris 3 plus grosses vagues de ma vie, je me suis pas mouillé un cheveu encore. Nickel. Puis là, on commence à se sentir pousser des ailes. Alors le Vincent comme un pec au volant. Putain, des vagues et tout. J'ai dit, oh, attends un peu, on souffle là. Toi, tu conduis, mais moi, je surfe là. Et là, je me retrouve en position. J'ai dit, non. Et puis je me dis, bon, allez, je lâche. Je prends la vague, elle était nulle, donc je kick out. Et là, derrière, il y avait un truc monumental, quoi. Et là, Vincent est passé pour me récupérer. Je me suis dit, si j'essaye de monter sur le ski maintenant, on va tous y passer. Vincent, le ski et moi, quoi. Donc Vincent, il est passé à côté de moi, comme ça, il m'a regardé. Et il s'attendait à ce que je tende la main, la planche, quelque chose. Je lui ai dit, dégage. Et là, je suis parti à la rame devant la vague. Et voilà, j'ai fait un canard juste sous la lèvre pour pouvoir percer. Et c'était la première fois qu'un mec se trouvait avec la tête en l'air sur une vague aussi grosse dans l'histoire du surf. Et j'ai pu respirer dans la chute, qui m'a sauvé ma vie parce que je pense pas que j'aurais tenu dans un tel monstre. And so I saw Michel take some big enough crashes that a normal man might not come back again. Personne n'a vu que j'ai réussi à me repartir au fond, tac, j'ai géré, quoi. Et puis hop, on a vu apparaître dans la mousse Michel. Donc moi, j'ai réussi à approcher le sled. Et du coup, il est monté sur le sled, on est sorti, quoi.
On est rentré. Et là, il y avait un froid, personne disait un mot. Laird, tous les jours, je parlais à tous mes potes du windsurf, tu vois, c'était mes potes, quoi. Là, personne disait rien. You know what? I just told those guys, they understood my intensity because it was in their best interest. Oh, sure, yeah, no problem. Don't let them go. And then, oh, what happened? Oh, the guy drowned. Well, I should have said something. I just said something. I just said, hey, you gotta go. You gotta go practice and get better. Ils n'avaient pas tort non plus, quoi. Donc, on s'est fait les outside reefs l'hiver d'après. On n'a pas été à Jaws. Et on a appris ce que c'était que le surf tracté. Et on a vécu toutes les galères que tu peux vivre dans le surf tracté. Et 1 an et demi après, un jour, il y avait une grosse houle annoncée. Là, on reçoit un coup de fil de Laird qui dit « OK, guys, come up now ». How did I know they were ready to come back? Because they knew. You see, hey, we're ready. You ready? We're ready. Okay, you're ready. So they made that decision on their own, and obviously it worked. Pendant que Michel y réalisait ses rêves, Kikette et moi, on était en plein cauchemar. Moi, je prenais de l'héros parce que j'adorais les sensations, j'adorais la liberté et tout. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis retrouvé complètement prisonnier de la dope. J'arrivais plus à surfer, j'étais triste, j'avais plus envie de rien, plus envie de surfer, plus envie de baiser, même plus envie de bouffer, plus aucune envie, quoi. Tout, la vie me paraissait fade, complètement fade. Donc, à ce moment-là, j'ai trouvé une solution. Je me suis échappé au Maroc et c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir, quoi. Et j'ai recommencé à surfer là-bas et j'ai remonté la pente là-bas, quoi. Il fallait que je parte, quoi. Alors donc, je savais que si je partais, les enfants allaient aller chez la grand-mère. Donc, je suis parti, je suis rentré en France. Chaque année, quand je revenais, tu vois, je voyais ça et je me disais quelque part moi-même, putain, j'ai bien fait de me barrer parce que ça aurait pu m'arriver, quoi. Il y a une saison, j'apprends que j'avais l'hépatite C. Puis je commence le traitement au mois de janvier ou comme ça dure 6 mois. Je perdais mes cheveux. Je voyais pas pendant 6 mois, je pouvais pas lire, quoi, tu vois. Mais comme j'avais ma place à la Casa Pedro, je voulais pas la perdre parce que c'était bien payé. Donc j'ai dit, je vais faire la saison quand même. Donc j'ai fait ma saison, je faisais le traitement de l'hépatite, je prenais 200 mg de méthadone. Mais au bout d'un mois, j'arrivais plus à me lever, quoi. C'était hyper dur, quoi. Eh bien, je me suis mis à prendre de la coke. Et là, il a replongé. Et là, il a plongé profond, quoi. Tout l'été, là, il y avait les mecs du port qui m'appelaient PPE. Passera pas l'été. Donc j'ai consulté un psychiatre, tout ça, Subutex, machin, produit de substitution, méthadone d'abord, dosé hyper haut, je ne pourrais jamais m'en sortir. Autre enquête difficile, celle que mène la police actuellement pour retrouver des trafiquants qui ont laissé échapper des dizaines de ballots de cocaïne qui s'échouent depuis plusieurs semaines sur les plages de l'Aquitaine. Les premiers colis ont été retrouvés à la mi-janvier, près de la frontière espagnole, et depuis, plus de 700 kilos ont été ramassés sur les côtes françaises, mais l'on ne sait toujours pas d'où vient la drogue. Le reportage... On essayait de s'en sortir, et cette histoire de coke, ça aurait pas pu tomber plus mal. Et donc, il y a plein de gens qui en ont trouvé, et voilà. J'ai essayé de chercher un peu, il y en a qui en ont ramené des gros paquets au commissariat, comme ça. C'est ceux qui ne savaient pas ce que c'était, ils ouvraient le paquet dans un coin, ils traçaient les lignes de terrain de football avec.
Comme il y en a qui devaient se tirer les cheveux quand ils savaient ce que c'était. Enfin voilà, moi j'en avais trouvé un bon paquet. Voilà. Certains toxicomanes de la région basque se sont approvisionnés à bon compte sur les plages et ont dealé un certain nombre de quantités de cocaïne. Biarritz avant et Biarritz après, c'est plus le même Biarritz, quoi. Ça a totalement changé. Moi, ça a été Tony Montana. Je descendais en ville avec la pochette, la cuillère et comme ça, quoi. Allez, bonjour la fête. Il sortait dans Biarritz, habillé en orange mécanique. Il était perché, il avait un gros couteau comme ça, tu vois, les gros couteaux de militaires, là. Il faisait avec ça, il t'en mettait plein la lame, quoi. Dans les boîtes, partout, quoi. Là, c'était de la folie, Biarritz, à cette époque-là. Des revendeurs occasionnels qui ont parfois cédé cette providentielle mais très encombrante cargaison, la moitié de son cours habituel. Plus grave, cette cocaïne pure à 80% et altérée par son séjour dans l'eau de mer pourrait également provoquer des troubles psychiques durables. Je m'en suis mis plein la gueule, je devenais complètement paranoïaque, complètement fou. C'est quand je revois ça avec du recul, ça me paraît irréel, quoi. C'est tellement dingue. Et il m'avait filé 150 grammes à moi. Et donc, je rentre dans les chiottes chez ma mère, vite me faire un shoot de coke. Et je fous le bordel, je m'envoie ça. Les oreilles qui sifflent, tomber sur la cuvette. Là, j'ai cru vraiment que j'allais mourir, le cœur. Ma mère qui tapait parce que j'étais dans les chiottes depuis je sais pas combien de temps. Et moi, je voulais pas ouvrir, j'étais parano. J'entendais les sirènes et tout, comme ça, avec le poulet et tout. Vraiment, dans la totale paranoïa. Au bout de 2 heures, peut-être, je suis sorti. Il avait atteint un stade de folie assez extrême. C'était flippant de voir ça. Moi, je le voyais dans l'état où il était, tout maigrichon, alors que c'était un beau gosse. Et ouais, c'est triste, quoi. Il devait me rester 130 grammes, comme ça, ou 135 grammes. Je les ai pris, j'ai arrivé à la cuisine, j'ai ouvert le robinet, et j'ai tout mis comme ça, quoi. J'ai tout jeté sous l'eau. Et voilà, j'ai fini par tout foutre aux chiottes, quoi, hein, un jour, parce que, voilà, sinon c'est moi qui serais passé aux chiottes, quoi. Parce que c'était tellement fort, tellement puissant, ce matos, qu'à shooter comme ça, je serais mort. Je serais mort. Je suis resté pendant 3 ans, là, à faire la fête, à boire, j'ai failli crever. J'ai failli crever plein de fois, quoi, hein, d'overdose, d'alcool. J'étais arrivé à un stade où je buvais 3 litres de whisky par jour, quoi. Hein. À la fin, là, quand ma mère était vraiment mourante, là, je voulais plus vivre, quoi, carrément, je voulais plus vivre. Et donc un jour, voilà, là, c'est quand ma mère, le jour où elle est décédée, j'ai pas pu aller lui dire au revoir, j'ai pas pu. Et donc voilà, quoi. Et donc, ce jour-là, après ça, j'ai eu le déclic, j'ai décidé de m'en sortir, quoi, de faire ça au moins pour elle, même d'abord pour moi, mais au moins pour. Alors soit tu vis, soit tu crèves. Hein. Alors j'ai décidé de vivre. Heureusement que j'ai toujours eu le surf, parce que toujours je me suis repenché vers ça, quoi. Hein. Même, j'arrivais pas à marcher, machin, je me repointais avec ma planche. Ouais, on surfait ensemble et tout. Moi, j'arrivais d'Awa, j'ai essayé de le filer la bonne énergie. Allez, on va surfer, et puis il faut attaquer, et ceci. Mais non, t'es pas fatigué. Allez, on y va, tati tata. Bref, il s'est super bien requinqué. On refait les championnats du monde. Si tu es champion de France, tu peux être sélectionné d'office pour faire les championnats du monde qui vont se passer au Panama. Allez, Kikette. Allez, mon gars, oh. Kikette s'était qualifié, Samy avait gagné aussi. Mais oui, il y avait Michel Laronde, Kikette et moi. On était 3 de la grande plage. Olivier Nagosti, Kikette blanc. Bravo, Kikette. Donc on se retrouve qualifié pour le Panama, mais Kikette, lui, avait décidé de nous retrouver à Madrid parce qu'il partait de Bordeaux. On arrive à Madrid, on attend Kikette. Hop, voilà Kikette qui arrive, je le vois. Madrid, c'est des longs couloirs comme ça.
J'ai dit, ah, tiens, il y a Quiquette là-bas. J'ai dit, quoi, Quiquette? Qu'est-ce que t'as branlé? Alors, je ne sais pas si c'était l'euphorie du voyage ou le fait de partir au championnat du monde avec les potes, mais Quiquette, il est parti au championnat complètement défoncé. Putain, j'étais, ah non, Quiquette, déconne pas, là. Tu vas pas faire ça. Je dis, putain. Et là, on prend l'avion, il était dans un état critique, quoi. Il était défoncé. Il était vraiment torché. Il était vraiment torché dans l'avion. Il a continué à boire dans l'avion. Donc, ça a créé quelques petits désagréments, surtout pour les hôtesses. Pendant le film, il y avait un western. Il mitraillait tout le monde. Il sautait dans les allées, il se couchait. Il était juste à côté de moi. Mais il délirait complet. Enfin, bon. Il a été fumé dans les chiottes. Alors que l'hôtesse lui avait dit que non, mais il avait dit à l'hôtesse, je vais aller fumer. Et alors, il dit, non, 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 Oliver, no puedes, no puedes. Il avait sympathisé parce qu'il est hyper attachant comme mec. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il s'était farci d'olives de hashish. Il avait gobé ça et pour avoir ses réserves là-bas. Donc, le lendemain matin, Quiquette ne s'était pas encore arrêté, je dirais. Alors on lui dit, putain, déconne pas, Quiquette, t'as ta compète demain matin. Ouais, je serai là, les mecs, je serai là. Il a été à l'eau, c'était une catastrophe. Je crois qu'il n'a pas pris de vague. Voilà, ça s'en est arrêté là, mais il a continué à disjoncter là-bas. Et... On a eu un mal à le faire rentrer et tout, c'était compliqué. Et puis voilà, quoi, tout le monde, on était déçus. Moi, j'étais déçu. Tout le monde avait filé des thunes pour qu'il aille là-bas. Tout le monde l'avait aidé. Et puis, il nous chie encore une fois dans les bottes, quoi. Voilà. Et ça, je crois que ça l'a un peu perturbé. Et peut-être que c'est une des raisons pour laquelle il s'est dit, peut-être que, voilà, j'ai abusé, je fais n'importe quoi. Et là, il est revenu au surf. Je lui ai fabriqué une planche qu'il adorait. Et puis, il y a cette motivation d'aller surfer avant tout, quoi. Donc, voilà, toujours le surf, fil conducteur, quoi, hein, de la vie. Sans lui, peut-être on serait parallèle au sol, sous la terre, hein, déjà. Il avait quand même décroché, en rentrant du Panama, décroché de l'alcool. Donc je lui ai dit, ben, viens, on se casse au Maroc. Au moins là-bas, tu vas pas être tenté. Et dans les bars, il n'y a que du thé, du coca. Voilà, tout était bien, ça allait. Il reprenait goût à la vie, surfait, il s'éclatait. Et au bout de 2 mois, monsieur commence à me dire qu'il avait le sciatique, mal à la jambe, etc. Et en fait de sciatique, c'était son artère fémorale qui était bouchée, quoi. Mes artères, elles étaient assez bousilles, tu vois, avec l'alcool, le tabac, tout ça, depuis le temps que je fais le con, tu vois. Voilà. Tout se paye. Et mais donc, voilà, si je veux pas qu'on me coupe la jambe, il fallait faire un pontage, quoi. 2 fois, ils ont chié l'opération. Et en plus, en prime, j'ai eu un staphylocoque. Et donc, tout qui a explosé, machin. Heureusement que j'étais dans l'ambulance, parce qu'il y a tout qui a pété. J'ai failli quand même y passer, je te dis, plusieurs fois à l'hôpital, mais pas que là. Hein. J'ai eu d'autres overdoses avant. Hein. Et ouais, à l'héro, à l'alcool. J'ai failli pas me réveiller. J'ai fait 3 arrêts cardiaques. Hein. En tout.
Parce que je me retrouve dans plein de petits, quoi, que je vois, des petits blonds. Je me vois moi quand à tout même âge, quoi. Et surtout, j'essaye de les choquer avec des histoires dégueulasses, tu vois, des histoires de shoot avec du sang, des trucs, de l'eau, des chiottes. Moi, j'ai shooté avec des pompes, je savais que le mec, il avait le sida, il avait fait le shoot devant moi, je savais. J'ai fait quand même. T'es pris par le produit, quoi. Voilà, il n'y a plus rien qui existe. Je me suis haché. Je me suis haché dans la défense, quoi, quand même. Tu vois, je me suis fait mal, quoi. C'est pas... sans rien, quoi. Tu sors pas sans rien de 25 années de défense, quoi. Quand je vois des super conditions, je vois Michel à l'eau, il y a de super vagues, j'ai les boules, plus pour y aller. Je me dis, t'es bien con d'être trop défoncé, tu vois. Là, j'ai les boules, quoi. C'est un bon challenge à mon âge de surfer des grosses vagues et de se faire plaisir comme ça, quoi. Je kiffe à bloc d'être chez moi, de retour dans mon pays, et il y a des millions de choses que j'ai encore à découvrir. Il faut se dire quand même que le surf peut-être nous a sauvegardé de pas mal de déboires. Peut-être qu'on aurait mal fini, hein, je pense. C'est peut-être le truc le plus important qu'il y a dans ma vie, quoi. Ouais, je sors tous les jours, tout l'hiver, hiver, été, printemps. Mais en fait, moi, c'est comme une drogue, tu sais. C'est-à-dire que si je ne surfe pas, après, je me sens mal physiquement et mentalement, je suis pas bien. Ouais, c'est une addiction, certainement. Une de plus. Celle-là, elle est bonne, quand même. Moi, j'ai une énorme fierté aujourd'hui, c'est de pouvoir transmettre ce que je vis au quotidien, ce sport, à mes enfants. C'est un moment extraordinaire que je vis avec eux. C'est fantastique, tout ce qu'on a fait. Mais là, maintenant, on ferait un dixième de tout ce qu'on a fait, on serait tous en taule. Bien sûr que je regrette plein de trucs, mais je changerai quand même pas ma vie pour rien au monde. Maintenant, on en profite. Quand je les revois, c'est comme si on s'était quitté la veille. C'est ça, les bons amis. Tu les revois 10 ans après, c'est comme si tu étais parti la veille. Ouais, la vie est belle. Bien sûr que la vie est belle. Faut en profiter de la vie. La vie est belle, bien sûr. Je vibre pour le surf, quoi. Je suis le surf il est en moi, quoi. Il a toujours été en moi. Quand tu vis avec une passion, tu vis plus heureux, quoi. Et pas à chier. I've been viewed and I've been scorned. I've been talked about, yes I have. Just